Bonjour à toutes et à tous sur ma chaîne. Le sujet que je souhaite aborder aujourd'hui, c'est le paillage. Je ne vais pas faire une vidéo pour expliquer les rapports carbone, azote ou la différence entre les différents types de paillage. Donc je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Quand je parle du paillage, je vais prendre le temps d'expliquer pourquoi en tout cas j'ai choisi sur mes différentes parcelles de pailler. Ça n'a pas toujours été le cas, donc l'intérêt, vous savez, c'est de pouvoir vous donner les billes en tout cas, de permettre de comprendre les avantages et les inconvénients, de vous permettre de choisir vous-même si dans votre intérêt vaut mieux ou pas pailler votre terrain. Avant de commencer, comme chaque vidéo malheureusement, pensez à mettre un petit pouce, hein, c'est l'intérêt de m'encourager à faire les prochaines. Activez la cloche, ça vous permettra de recevoir les nouvelles notifications lors d'une sortie d'une prochaine vidéo. Et enfin, pensez à vous abonner, c'est important pour moi en tout cas, pour les statistiques, de savoir où j'en suis et puis si les vidéos vous intéressent ou pas. Allez, on est parti. Avant de parler un peu de paillage, on va être obligé de repartir un petit peu en arrière, faire un petit peu d'histoire. On va remonter il y a plus de 2000 ans à l'époque des Égyptiens. À cette époque-là, les agriculteurs, ce qu'ils faisaient, ils utilisaient la houe. Ils faisaient des sillons, semaient leurs graines et récoltaient. À l'époque, le savoir, il était transmis de génération en génération. Et on voit encore, hein, 2000, 3000, 4000 ans plus tard, on est au même point. On refait ce que nos parents faisaient, qui eux-mêmes faisaient ce que leurs grands-parents faisaient, et ainsi de suite. Donc on comprend bien qu'il y a eu des bonnes pratiques, des choses qui ont été mises en place, qui marchaient et qui se sont transmises. Il n'y a pas de souci à ça, vous pouvez retourner labourer votre terre, semer vos graines, etc. Rajouter de l'engrais ou pas, c'est un autre débat, on en parlera après, et ça va pousser. Donc à l'époque des Égyptiens, tout le savoir il était empirique. On testait des choses, si ça marchait bien, eh ben, on le retransmettait aux autres et ainsi de suite, qui faisaient eux-mêmes leur apprentissage, tentaient des expériences et amélioraient des fois les processus. À l'époque, il faut bien se rappeler qu'il n'y avait pas de connaissances microbiennes, il n'y avait pas de tout ça, on ne savait pas comment ça marchait. Scientifiquement, c'était un peu le néant. Hein. Par contre, on pouvait constater qu'en faisant ceci ou cela, ça marchait. Donc ils avaient déjà cette logique d'amélioration. Et on a fait que nous, génération en génération, perpétuer ce savoir-là qui s'est transmis au travers des différents continents, des différents pays. Et les bonnes pratiques se sont disséminées comme ça. Si je fais un retour maintenant un peu plus proche en arrière, faut savoir que c'est que après la Première Guerre mondiale qu'on a commencé à utiliser des engrais chimiques. Avant, ce n'était pas le cas. Pour certains ont connu vos arrière-grands-parents ou autres, ils avaient un pot de chambre ou autre, etc. Tous les besoins étaient remis naturellement dans le potager, soit en fumier ou soit directement sur des parcelles. Et en fait, ils avaient constaté tout simplement que, en faisant ça, ils ne savaient pas pourquoi, mais ils constataient que les légumes, ils étaient meilleurs, en tout cas plus jolis, plus gros, etc. Et que la terre, elle était plus fertile. Et en même temps, ça résolvait le problème de c'est un déchet, qu'est-ce que j'en fais? Il n'y avait pas tout à l'égout. Encore une fois, ça c'est des choses qui se sont faites depuis des centaines, voire des milliers d'années. Donc on en était là. Aujourd'hui, si je reviens juste après-guerre, les scientifiques ont fait un constat qui était très simple. On a utilisé beaucoup d'explosifs, beaucoup de nitrates pendant la Première Guerre mondiale. Et on a pu constater que bizarrement, c'était vert partout, ça poussait bien. Les scientifiques se sont intéressés à ce sujet-là. On avait des moyens d'étudier les plantes au niveau microscopique, d'essayer de comprendre la chimie, ce qui se passait, ce qui, je rappelle, n'était pas le cas il y a 2000 ans en arrière. Et en fait, on s'est aperçu en agriculture que les plantes, en tout cas tout ce qui était légumineuse, si elles ont de l'azote à leurs pieds, si elles ont des nitrates, elles poussent mieux. Donc ce qu'on a fait, c'est que à peu près dans les personnes qui sont nées dans les années 30, ont eu l'occasion d'apprendre directement à l'école les bonnes pratiques et les bienfaits de mettre des nitrates pour faire pousser
les céréales, les légumes, etc. Et l'agriculture intensive est apparue à ce moment-là. On avait un stock de guerre de nitrates qui était bien trop important, on ne savait pas quoi en faire, on avait constaté que ça marchait pour améliorer la production et les rendements. Donc du coup, on a appris aux personnes justement comment utiliser, aux nouveaux agriculteurs, de jardiner d'une autre manière afin de permettre de nourrir la planète. Donc c'est comme ça qu'on a introduit les nitrates. Sauf qu'il y a un problème à ça, c'est une fois qu'on a introduit les nitrates, il y a eu un effet qui n'avait pas été forcément pensé, c'est que derrière, la plante, elle avait un petit peu de mal quand même à assimiler ce surplus de nitrates. Donc des gros groupes comme Bayer, Monsanto, etc. ont eu la bonne idée d'introduire ce qu'on a appelé les graines type F1 hybrides, qui sont des graines qui sont transformées génétiquement pour être plus aptes, plus à même d'utiliser correctement les nitrates. Donc les agriculteurs de l'époque, au lieu d'avoir des graines biologiques qui se reproduisaient tout seuls, ils ont été contraints d'acheter ce type de graines-là pour justement avoir la possibilité d'utiliser les nitrates pour avoir des meilleurs rendements. Et ça marchait très bien, il n'y a pas de souci là-dessus, ça a duré plusieurs années comme ça. Sauf qu'avec le temps durant, il y a une dégénérescence et on s'est aperçu que ces pieds qui étaient un peu sous perfusion, entre guillemets, nourris de nitrates, il y a eu un effet, c'est que derrière, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, entre guillemets, sachez qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, il y a juste des choses qui vous embêtent et pour se donner un prétexte de les arracher, on appelle ça des mauvaises herbes. En réalité, ce qu'on appelle mauvaises herbes, c'est des herbes dites spontanées, ce qu'on peut appeler en agriculture les annuelles. Leur rôle dans la nature, c'est de pomper l'azote du terrain, justement pour rapidement former de la branche et faire du paillage, faire quelque chose de plus carboné. Donc ce qu'on appelle c'est juste le système naturel qui est là juste pour faire un couvre-sol naturel et pour aider justement la prolifération du vivant. En agriculture, que l'on connaît conventionnelle, on s'est dit zut, ça me gêne, puisqu'en fait ces mauvaises herbes prenaient le dessus et du coup ça atteignait directement les rendements. Les instances qui vendaient ces graines modifiées ont eu la bonne idée de dire vous inquiétez pas, c'est pas un réel souci. Ce qu'on va faire en fait, on a un produit miracle qui s'appelle en fait du désherbant. Vous allez voir, vous allez mettre ça là-dessus et hop, fini les mauvaises herbes et le rendement va repartir. Et ce qui s'est passé. Et pendant des années, on a marché comme ça. Une fois le désherbant mis en place dans les champs, l'agriculture était content, on était reparti, les rendements étaient là de nouveau. Sauf que malheureusement, lorsque les invasives sont plus là, il y a un autre phénomène qui apparaît, hein, c'est ce qu'on appelle les pathogènes, tout ce qui est moisissure, etc. Ils sont là aussi pour réguler quand les plantes ne peuvent pas le faire. Donc forcément, avec les herbicides, l'arrivée des pathogènes, c'était une obligation. Et donc, on a commencé à avoir des problèmes, encore une fois, de rendement et autres. Bien sûr, les grands groupes avaient la solution miracle. Hein. Ils ont dit, ne vous inquiétez pas, on a des fongicides. Et donc, les agriculteurs de l'époque, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, chouette, fongicides. Et on a semé des fongicides. Ça a marché, les rendements sont repartis à la hausse, pas de souci. On tuait les fongicides. Sauf que la nature, elle a encore d'autres ressources. Les rendements étaient tellement importants, il y avait tellement de sève, puisque les plantes étaient en réalité des pompes à nitrate, hein, des pompes de la fabrication à sève en continu. Il y a un moment quand ça va plus, c'est les pucerons en fait, qui arrivent pour réguler cette sève. Et du coup, zut, hein, les agriculteurs ils étaient embêtés. Attends, rendez-vous compte, les insectes ils sont là, les rendements ils chutent. Et forcément, on a eu la bonne idée de dire, vous inquiétez pas, on a un remède miracle, on a les insecticides. Et c'est ce qu'on a fait depuis des années. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en utilisant les nitrates juste d'après-guerre, de la Première Guerre, ça nous a forcément emmené à passer par le système d'herbicides, fongicides, insecticides. Tout ce qui est en id, c'est-à-dire qu'on détruit. Donc pour
sous couvert de rendement, pour nourrir la planète, la stratégie nous a emmené en fait à tuer le vivant, à tuer les herbes, à tuer les pathogènes, à tuer les insectes. Ça, c'est la réalité. Libre à vous de me croire ou de ne pas me croire, encore une fois. Vous pouvez vous renseigner, il y a plein de choses à lire qui sont intéressantes. Désolé pour cette partie historique qui était peut-être un peu longue, mais à mon sens qui était essentiel pour comprendre du coup pourquoi certaines personnes faisaient de la culture de cette manière-là. Et encore une fois, je ne suis pas là pour juger si c'est bien ou pas, juste pour vous mettre des faits. Avant de parler concrètement du paillage, il y a un autre point qu'il faut aborder, c'est les 4 cycles que l'on sait désormais seulement que depuis une poignée d'années comment fonctionne la nature en règle générale. La première étape, elle est très simple, c'est ce qu'on appelle les invasives, les mauvaises herbes, entre guillemets. En fait, on devrait appeler les plantes annuelles. Leur rôle, c'est sous terre, de pomper l'azote qu'il y a sous terre, de pousser vite pour faire des branches, enfin faire des tiges qui, elles, vont sécher et vont recouvrir le sol. En fait, elles vont transformer un terrain azoté en une surface de terrain qui, elle, va être beaucoup plus carbonée. Le deuxième cycle que font les plantes, il va y avoir de nouveau quelques annuels qui vont quand même germer, qui vont pousser, mais on va avoir l'apparition de ce qu'on appelle les vivaces, les légumineuses si vous préférez. Et eux, leur rôle, ils vont capter le carbone qu'il y a dans l'air et vont le remettre sous terre. Et ils vont incorporer aussi un petit peu d'azote. Donc généralement, il y a un ratio de 10 pour 1, 10 de carbone, 1 d'azote. Je ne rentre pas dans le détail là-dedans aujourd'hui. Si vous voulez voir comment fonctionnent les rapports azote-carbone, je vous conseille d'aller voir plein d'autres vidéos. J'en ferai sûrement une beaucoup plus tard, mais actuellement, ce n'est pas le sujet du jour. Une fois que ces 2 étapes sont faites, la deuxième étape va se reproduire plusieurs années. Une fois qu'on aura donc recouvert le sol suffisamment de carbone et supprimé suffisamment l'azote du sol, en tout cas modifier la structure du carbone en surface, on va pouvoir voir apparaître la troisième étape qui est les arbres pionniers en fait. Ça va être les petits ronciers, des arbres comme ça. Ce qui va se passer, c'est que ces arbres-là vont perdre leurs feuilles, vont recouvrir aussi le sol. Ces feuilles-là, très carbonées, vont être assimilées, digérées, etc. et vont incorporer au fur et à mesure le carbone du sol. Mais par contre, on va transformer la structure moléculaire du carbone. Donc on va avoir, plus le temps va passer, on va avoir toujours de plus en plus de carbone, mais du carbone assimilable. C'est un peu différent. Et si on attend suffisamment longtemps, on arrive à la 4e étape, où on va voir ce qu'on appelle les arbres climatiques. Donc on comprend bien que le cycle de la vie pour aller jusqu'au rendement maximum, en fait, il passe par des étapes de on supprime l'azote, on couvre le sol de carbone, on met en place des systèmes qui réintroduisent progressivement des quantités d'azote et qui mettent du carbone de manière à être assimilé plus tard avec des gros arbres et ainsi de suite. Ça, c'était les 4 étapes qui sont importantes pour comprendre pourquoi maintenant j'ai choisi de pailler mon terrain. Allez, on est parti. Je vais récupérer la caméra pour faire une petite visite. Voilà, je suis désormais derrière l'écran pour cette mini visite, entre guillemets, bien vous montrer que mon sol, il est bien paillé. En fait, pailler, c'est un mot qui signifie juste recouvrir son sol. Donc j'ai fait ce choix-là, personnellement, puisque un sol qui est recouvert va servir justement à favoriser le vivant. On avait vu avant que tout ce qui était en icide tuait en fait le vivant. À l'inverse, lorsque vous paillez une surface, vous protégez, vous créez entre guillemets une maison pour permettre aux vivants de vivre en dessous. Et vous voyez, vous l'avez tous fait l'expérience quand vous étiez sûrement plus jeune, de soulever un caillou, une pierre, il y avait toujours des insectes, il y avait toujours des vers, il y avait toujours quelque chose. Preuve en est, c'est que le vivant, généralement, ces petits insectes-là, ils supportent pas les rayons directs du soleil.
Donc en favorisant le vivant, vous allez permettre un deuxième effet que l'on ne mesurait pas avant, c'est que le vivant c'est de l'organique, et l'organique bah, ça émet des déchets, ils urinent et ils font des selles, et ces déchets sont directement assimilables par les plantes, donc ils vont aussi vous permettre d'avoir de la fertilité. Donc c'est une raison aussi de l'intérêt de dire bah, je vais pailler mon terrain. Ça va me permettre tout simplement dans le temps d'avoir de plus en plus d'êtres vivants et d'avoir un terrain naturellement qui va être de plus en plus fertile. C'est un choix. Par contre, ce choix-là, libre à vous de le faire ou pas, mais si vous choisissez de pailler, il faut ne pas tomber dans les pièges de dire vite vite j'achète de la paille, je mets ça sur le terrain. Ça c'est une erreur à ne pas commettre. Encore une fois, renseignez-vous pourquoi il faut que je paille et c'est quoi les conséquences qu'il peut y avoir derrière. Lorsque vous allez mettre, comme je vous l'ai expliqué, du carbone au sol, bah, y a un problème, c'est qu'avant que ça se mette en place, la dégradation naturelle du carbone, bah, ça va demander plusieurs années. Et pour dégrader du carbone, il faut qu'il y ait aussi de l'azote. Donc le risque, si jamais vous paillez comme ça avec des produits qui sont très carbonés, vous risquez tout simplement de supprimer plus vite que prévu l'azote de votre terrain et les légumineuses, elles ne pousseront pas. Donc vos légumes, ils vont être chétifs ou même voire pas pousser. Ce qui serait un peu dommage puisque le but quand même recherché, bah, c'est d'avoir des beaux légumes. Par contre, une fois qu'on a compris et qu'on s'intéresse à ce phénomène-là, on va comprendre qu'il y a plusieurs types de paillage. Il y a des produits donc fortement carbonés, d'autres fortement azotés. Et l'idée, bah, c'est de trouver un équilibre avec ce que l'on a, ou en achetant des produits annexes, peu importe encore une fois, qui vont permettre d'équilibrer et de pouvoir enrichir notre terrain au fur et à mesure. Et on comprend bien les anciens qui ne paillaient pas leur terrain, retournaient tout. En retournant leur terre, ils tuaient le vivant, puisqu'ils mettaient tout ce qui était aérobie en anaérobie et inversement. Mais en contrepartie, eh ben, ils prenaient soin, ils rajoutaient du fumier, de l'engrais, des amendements. Donc ils compensaient avec la non-vie de leur sol, avec des apports, des engrais naturels. Et ça marche très bien. Si vous faites le choix de pailler, par contre, il faudra être vigilant là-dessus, de ne pas déstructurer votre terrain, ou alors d'être très patient et de se dire bah, je paille, je laisse faire la nature, et puis je servirai une parcelle que dans 5 ou 10 ans. Généralement, c'est pas ce que l'on fait. On préfère mettre les apports essentiels pour permettre justement la culture tout de suite. Encore une fois, le paillage, comme on en dit, on voit, il y a de tout. Ça peut être du broyat, ça peut être du BRF, ça peut être ici des branches qui se cassent tout seul. Je retirerai fin de l'hiver, que je casserai, que je remettrai dessus. On voit, il y a un peu de tout. Là, la terre HD, c'est un peu compliqué. Il y a du foin, je mets mes tontes, etc. Là, il y a un peu de sable. On peut vraiment tout mettre, hein. Il n'y a pas de limite. Par contre, il faut le faire comme tout le reste, avec bonne intelligence. Allez, très brièvement, avant de se quitter, les avantages de pailler son terrain, ils sont multiples, hein. Déjà, ça protège, donc on a vu le vivant, ça protège du soleil. C'est un deuxième effet, je le fais pas du tout pour ça, moi, dans ma région, il n'y en a pas besoin. C'est que ça retient l'eau, donc forcément, dans le sud, bah, c'est plus que conseillé, puisqu'il pleut pas comme chez nous régulièrement. Il y a d'autres effets aussi, c'est que en se dégradant, ça va aggrader, ça va améliorer le sol. Donc ça, c'est aussi un point positif. Il y a des côtés négatifs aussi à pailler son sol. C'est que un sol qui est paillé, quand il fait froid, la terre met plus longtemps à se réchauffer. Donc forcément, peut-être que ça va retarder pour certains légumes la germination. C'est un risque aussi. Ça peut être compensé à planter, non pas semer, mais à planter donc des pieds pour compenser ça. Libre à vous. Le fait aussi de pailler, ça peut perturber, côté négatif, ça peut perturber certaines personnes qui trouvent ça pas joli, esthétique. Encore une fois, si c'est pour l'esthétisme, oui, c'est vrai que peut-être on est plus habitué à avoir un terrain propre, entre guillemets, à nu.
Mais moi, propre, ça veut plus rien dire pour moi. J'assimile propre à, entre guillemets, une méconnaissance. Puisqu'en fait, propre, c'est on a supprimé tout le vivant. Juste pour que ça soit aligné et puis qu'on voie la terre sans, entre guillemets, mauvaises herbes. Mais vous avez le droit aussi de privilégier ce côté esthétique. Encore une fois, vous et vous seul devez savoir ce qui vous intéresse de faire et surtout pourquoi vous le faites. Voilà, je vous embête pas plus. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo qui sera sûrement consacrée sur les cendres. Faut-il les mettre ou pas dans son jardin? Allez, ciao ciao, à la semaine prochaine.